ça ? Non, c'est dommage parce qu'on a tendance parfois à sous-estimer aussi les gains de cette guerre. Alors pour l'instant, l'objectif principal, les morts, il y en avait juste avant la guerre. Vous savez, ce régime, il a massacré une partie de sa population. Il a massacré 30 000 personnes. Général, laissez finir. Général, attendez. Sorti tout à l'heure. Je vois, vous voulez nous entraîner. J'aimerais simplement terminer ma phrase. Général, laissez finir Noémie Alioua, vous répondrez. Donc, vous connaissez le truc, mais peut-être que vous connaissez pas exactement mes pensées. Si je peux juste les développer en quelques mots. Non, mais laissez Noémie Alioua finir. Moi, je vous écouterai avec grand plaisir juste après. Moi aussi. Voilà. Donc j'étais en train de dire, on a tendance à sous-estimer parfois les gains de cette guerre. Les premiers gains de cette guerre, c'est d'abord l'ayatollah Ali Khamenei, qui a quand même gouverné ce pays pendant 40 ans d'une main de fer, qui a notamment annoncé des exécutions pendant 40 ans, qui a massacré son peuple. Cet ayatollah-là, qui incarnait ce régime de fer d'une violence inouïe, il est tombé. Le premier jour de la guerre, vous avez tout l'état-major, les 40 chefs d'état-major qui se sont réunis autour d'une table dans une réunion. Ils ont tous été éliminés. Réponse là-dessus. Vous avez réponse là-dessus déjà. Oui. Et so what? C'est-à-dire maintenant, il y a une nouvelle génération, c'est encore pire. Il y a une nouvelle génération, c'est encore pire. So what? Alors, il n'y a pas une nouvelle génération, puisque vous savez qu'il y a des factions qui se font encore là. Oui, mais il y a des factions en ce moment qui ne sont pas d'accord entre eux. Donc il y a déjà une divergence et donc une instabilité, une fragilité en haut de la tête de ce régime, puisqu'ils se font la guerre entre eux. Vous savez, entre la faction Mojtaba Khamenei, la faction des gardiens de la Révolution et la faction des civils, il y a déjà des désaccords entre eux qui traduisent une fragilité qui pourrait peut-être demain permettre de faire enfin tomber ce régime. Maintenant, je vous rejoins sur une chose quand même qui est extrêmement importante, c'est que si l'objectif principal de cette guerre, c'était la fin du programme nucléaire, on en est encore très loin. Parce que même si, en juin dernier, une partie de cette fabrication de ce programme a été, en partie en tout cas, oblitérée, pour reprendre les mots de Trump, il y a encore cet uranium enrichi qui n'a pas encore été récupéré, dont on ne sait pas exactement où il est. Et ça, c'est répondez vite là-dessus et on va avancer, puisque sur l'uranium enrichi... on en est encore très loin. Cette question fondamentale n'a pas été résolue. Laissez-le répondre. Je ne sais pas sur quoi je réponds. Non, mais sur l'uranium, quand même. Sur le fait du changement de génération des leaders. Écoutez, vous savez, moi j'ai connu la période de la guerre froide, et alors c'était des discussions à n'en plus finir entre les kremlinologues, entre, vous savez, au sein du Kremlin, il y a les pros, il y a les durs, et il y a les pas durs, il y a les trucs, on a toujours ce truc. Alors moi je me suis toujours méfié de la part de ces appréciations d'experts qui en général ne connaissent pas qu'est-ce qui connaît le fonctionnement vraiment interne des passes d'Aran en ce moment? Qui connaît ça vraiment? Ça serait parvenu à leur fin. Cette information-là, moi j'ai lu dans Iran International, donc c'est un journal d'opposition iranien qui avait des informations qui proviennent d'Iran. C'est en tout cas moi où j'ai lu ces informations. On va avancer. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Corée du Nord, où pendant des années on a dit ça ira, ils l'auront pas, et un beau matin ils l'ont. Attendez, là, excusez-moi, là je jette je mets un peu, je refroidis un peu. Je sens que le cœur d'une éclair est en train de chauffer. Général. Là, je sens que c'est. Attendez. Il faut savoir que le général Merlin est un combattant anti-nucléaire très décidé. Je travaille sur ces questions depuis des années et des années. On raconte, excusez-moi, n'importe quoi sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé et sur ce qui se passe actuellement. Et malheureusement, je vois que on est assez victime de la propagande officielle et, pardonnez-moi, israélienne. Et donc, la réalité, c'est que d'une part, pour répondre à votre question, c'est vrai qu'on peut que les uraniums pourraient, avec les réserves de Pierre de Jong sur la difficulté, l'impossibilité à extraire, à retrouver ces 400 kilos, c'est vrai qu'il existe, et ça existe déjà, des banques d'uranium enrichi. Et l'objectif, c'était pour les pays qui veulent se doter d'une industrie nucléaire civile, et pour les empêcher, ou pour les dissuader, ou pour simplement parce qu'ils veulent pas, de faire du plutonium enrichi et de pouvoir faire des bombes, ils demandent de l'uranium enrichi à cette banque, et ça existe au Kazakhstan. Ça a été créé il y a quelques années. Qu'est-ce qui est possible militairement? Regardez les images des B2 d'hier dans son bureau. Les Iraniens ont de l'uranium enrichi en quantité considérable. Non, ils ont de l'uranium enrichi à 60%, et ils n'ont pas de bombes, et ils n'étaient pas prêts d'avoir de bombes. Mais ça veut dire quoi? Vous jugez sur l'intention, et ça, vous ne pouvez pas juger sur l'intention. Alors d'abord sur l'uranium, oui, il est
est à 60%, mais le breakout time, c'est-à-dire le temps ensuite pour passer à 90%, est sensiblement plus court, entre 60 et 90. Il y a 30 ans qu'on entend les Israéliens et les Américains dire, et Netanyahou dire, les Iraniens sont à 2 jours de la bombe. Oui, ce n'est pas ce que j'allais dire, je terminerai mon propos sur ça. C'est le résultat de la politique d'agression. Là, je suis désolé, je suis pas du tout, je m'excuse pour le régime des passes d'Aran et de Mollah, parce que je trouve que c'est un régime ignoble et qu'effectivement, il faut s'en débarrasser. Mais là, attendez, vous avez un pays qui n'a pas, l'Iran, d'armes nucléaires. Il n'en a pas. Et en plus, il est adhérent au traité de non-prolifération. Je vous signale qu'en ce moment, l'était aussi. Bah oui, mais je vous signale qu'en ce moment, il y a la conférence de révision du TNP, qui est d'ailleurs un moribond, ce traité. Et donc, je finis. Donc, ils n'ont pas. Ce pays est attaqué par 2 pays nucléaires, dont un qui ne fait pas partie du traité de non-prolifération, qui attaque un pays qui fait partie du traité de non-prolifération. C'est comme ça, c'est les faits. Donc, qu'est-ce que vous savez, c'est le désir mimétique, cher à René Girard, c'est-à-dire que si des pays nucléaires se permettent d'attaquer des pays qui sont non nucléaires, exemple l'Ukraine, Poutine avec l'Ukraine, c'est le désir mimétique, évidemment que je veux aussi ma bombe. Évidemment que je veux ma bombe. Et ça sera comme ça. Alors, vous répondez là-dessus, on va avancer, mais juste là-dessus, parce que c'est un point très controversé. Non, c'est le désir de bombe, c'est tout. Au-delà de tout ça,